Au cœur de la forêt tropicale d'Afrique australe, là où la canopée laisse filtrer par instant une lumière dorée sur le sol desséché, une troupe de lions s'ébattait non loin d'une vieille décharge abandonnée. Le sol y était parsemé de débris d'origine humaine, et parmi eux roulait une grande boîte en plastique, autrefois remplie d'huile de cuisson. Intrigué, un jeune lion mâle s'approcha, museau tendu vers l'objet qui exhalait encore une vague odeur de graisse. Il renifla avec insistance, puis, poussé par une curiosité innocente, passa la tête à l'intérieur. L'odeur persistante de nourriture le poussa à lécher les parois intérieures. Mais l'ouverture était trop étroite. Une fois la tête engagée, il ne parvint plus à la retirer. La boîte s'était refermée comme un piège cruel, rigide et tranchante, l'enfermant dans une obscurité étouffante. Pris de panique, il se mit à secouer la tête, à rugir, à se rouler au sol pour s'en libérer. La douleur au cou se mêlait à la peur, mais rien n'y faisait. La boîte tenait bon point, les autres lions s'étaient rapprochés, alertés par les rugissements. Ils observaient la scène, hésitants. L'un d'eux s'approcha, tourna autour du jeune lion, puis, ne comprenant pas le problème, retourna au jeu avec les autres. L'instinct n'enseignait pas à sauver d'une boîte. Alors, seul, terrifié, le jeune lion courut à l'aveugle. Il se cogna contre des troncs, des rochers, des branches basses. Chaque impact le blessait davantage. Le plastique dur entaillait sa peau, comprimait sa gorge. Chaque choc resserrait un peu plus l'emprise du piège. Dans un dernier soubresaut d'angoisse, il s'éloigna de la troupe et disparut dans les profondeurs de la forêt. Il erra pendant des jours, aveuglé par la boîte, incapable de voir, de chasser, ou même de boire. Son rugissement s'éteignit point, il ne restait que des pas lents, des gémissements faibles, et un cœur tenace qui refusait d'abandonner. Les jours passèrent point, son corps, jadis puissant, s'émacia. Les côtes saillaient sous une peau craquelée par le soleil. Sa fourrure dorée tombait par plaques, devenue sombre et boueuse. Les pattes vacillaient, s'écroulaient parfois, mais se relevaient toujours. L'instinct de survie surpassait la douleur. Autour de lui, la forêt s'éloignait. Les oiseaux se taisaient point, les autres animaux fuyaient sa silhouette. Il n'était plus un lion point, et elle était devenue une créature étrange, une ombre de mort. Les vautours commencèrent à tourner au-dessus de lui, attirés par cette odeur de pourriture lente. Son souffle était rauque, ses yeux perdus, et chaque pas semblait être le dernier. Mais au 5e jour, contre toute logique, il quitta la forêt. Son pas chancelant le mena vers un territoire qu'il ne connaissait pas, celui des hommes. L'air y était différent, chargé d'odeurs inconnues, goudron, essence et métal. Il traversa une clôture délabrée, longea un talus de gravier, et finit par déboucher sur une route pavée. Le soleil frappait fort point, les grillons se turent. Et lui, titubant, s'engagea sur l'asphalte. Un couple de touristes, Jason et Amara, revenaient de randonnée. La voiture roulait tranquillement lorsqu'un mouvement sur la route les figea. Jason freina brusquement point, un lion, ou ce qu'il en restait, venait d'apparaître devant eux, une boîte vissée sur la tête. Amara cria, mais s'interrompit aussitôt. L'animal ne montrait aucun signe d'agressivité. Il ne rugissait P.A.S. et elle ne courait P.A.S. et elle vacillait. Ils virent ses flancs creux, ses côtes visibles à l'œil nu, sa fourrure souillée. Il était à peine capable de tenir debout. Jason attrapa immédiatement son téléphone et composa le numéro d'urgence inscrit dans leur brochure. Pendant ce temps, Amara sortit prudemment, posa une bouteille d'eau et un morceau de gâteau au bord de la route, puis recula doucement. L'opérateur confirma que les gardes forestiers arrivaient. Il leur demanda de marquer leur position. Jason détacha sa chemise blanche et l'accrocha à une branche pour servir de repère. Amara, la gorge serrée, s'accrocha à la main de Jason et observa le lion s'effondrer lentement au bord de la route, haletant. 30 longues minutes passèrent. Enfin, un camion s'arrêta dans un nuage de poussière. 2 hommes en descendirent, Reban et Tabo, gardes forestiers vétérans. Leur regard se posa immédiatement sur le lion. Le silence était pesant point, sans perdre une seconde. Ils prirent leurs filets, leurs cordes, un fusil hypodermique et une cage de fer. Reban fit signe au couple de s'éloigner. Tabo s'approcha lentement, visa la cuisse du lion. Un claque sec retentit point, l'aiguille s'enfonça. Le lion sursauta, fit un pas, puis s'effondra, inerte. Reban et Tabo coururent à lui, vérifièrent son pouls, sa respiration, ses réflexes. La boîte était recouverte de sable et dégageait une odeur nauséabonde.
Avec des ciseaux médicaux, Reban commença à découper le plastique dur, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'enfin, la tête du lion apparaisse. Ses yeux étaient enfoncés, ses oreilles pendantes, son museau en sang. Le cou présentait une plaie si profonde qu'elle exposait presque les tissus internes. Ils le posèrent doucement sur une civière, enroulèrent un tissu autour de sa gorge et l'installèrent dans la cage. Tabot ferma le loquet. Reban resta un instant, le souffle court, les yeux humides. Il se tourna vers Jason et Amara. « Vous venez de lui sauver la vie. » Jason acquiesça. Amara ne répondit pas. Des larmes coulaient sur ses joues. Le camion redémarra, emportant avec lui le lion, et laissa derrière lui une route vide, une boîte abandonnée. Et une étincelle d'humanité. Lorsque le camion de conservation arriva au sanctuaire, la lumière commençait à baisser, teintant le ciel d'orange et d'indigo. Le lion, toujours plongé dans un sommeil profond, reposait dans sa cage, secoué seulement par les chaos de la route. Une équipe vétérinaire attendait déjà devant l'infirmerie isolée, prête à intervenir. Dès l'ouverture de la portière, Reban et Tabot transportèrent la cage jusque dans une salle blanche, aseptisée, où la table d'examen métallique brillait sous les néons. Ils posèrent le lion avec une délicatesse presque humaine. Les battements de son cœur étaient faibles mais constants. Une perfusion fut rapidement posée. Le vétérinaire en chef injecta une dose d'antibiotiques puissants, puis un cocktail d'antichoc. 4 poches de solution salée furent administrées en urgence pour réhydrater l'animal. La plaie autour du cou fut immédiatement désinfectée. Le plastique avait entaillé la chair en profondeur, laissant des marques sombres et boursouflées. Des ulcérations s'étaient formées, des tissus nécrosés devaient être retirés. Sous anesthésie légère, l'équipe sutura avec précaution les bords de la plaie, recouvrant le tout de compresses stériles et d'une solution antibactérienne. Ils nettoyèrent aussi la fourrure souillée, sable, sang séché, excréments. Une brosse fine permit de gratter les résidus sans abîmer davantage la peau. Au fur et à mesure du nettoyage, ils découvrirent l'ampleur de la dénutrition. Chaque os saillait sous une couche de peau fine et desséchée. Le foie était sans doute affecté, des analyses furent lancées aussitôt. Et pourtant, malgré tout cela, les signes vitaux se stabilisèrent après quelques heures. Le lion respirait calmement. Son torse se soulevait à un rythme régulier. Il ne luttait plus. Et elle dormait, profondément, comme un naufragé ramené à la rive. Tout au long de la nuit, l'équipe médicale se relayait. Chacun veillait sur lui comme sur un miracle fragile. Dans le silence de la clinique, seuls les bips réguliers des moniteurs brisaient l'immobilité. À l'aube, son premier repas fut administré par sonde. Une soupe liquide de viande, riche en nutriments, conçue pour ne pas choquer l'estomac affaibli. La lumière du matin filtrait par les lucarnes. Et alors, dans un souffle imperceptible, ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient troubles, encore pleins de fièvre, mais vivants. Il cligna lentement, puis ferma les paupières de nouveau. Mais cela suffisait. Dans la pièce, chacun retenait son souffle. Il était de retour. Les jours suivants furent rythmés par des soins constants. On changeait les bandages 3 fois par jour. On l'hydratait, le nourrissait, on massait ses muscles affaiblis. Chaque geste comptait. Petit à petit, les résultats vinrent. À la fin de la première semaine, il tenta de se lever. Ses pattes tremblaient, mais il y parvint, au moins pour quelques secondes. 2 jours plus tard, il fit quelques pas. Son équilibre était encore précaire, mais l'instinct reprenait ses droits. Il mangeait mieux. Et elle grognait faiblement quand un bruit inconnu survenait, un réflexe de lion, oublié, mais toujours là. 2 semaines passèrent. Sa fourrure se remplumait lentement. Là où la peau était nue, de courts poils brillants apparaissaient. Il avait repris du poids, son regard retrouvait de la clarté, et ses muscles, lentement, se redessinaient. Chaque matin, les soigneurs l'installaient dans une cour semi-sauvage, un petit enclos extérieur baigné de soleil. Là, il marchait sur l'herbe, flairait la terre, s'asseyait à l'ombre. Il apprenait de nouveau à ressentir. Il ne cherchait pas à s'échapper. Il observait le vent dans les feuilles, les oiseaux, les mouvements discrets d'un rongeur. Il se reconnectait au monde. Les vétérinaires continuèrent leurs examens. Les résultats étaient bons, les fonctions hépatiques s'amélioraient, la guérison du cou était rapide, aucune lésion interne grave n'était détectée. Tout indiquait qu'il serait bientôt prêt à retrouver sa liberté. 1 mois après le sauvetage, la décision fut prise. Il pouvait retourner dans la nature. Ce matin-là,
Reban et Tabot revinrent au sanctuaire. Ils retrouvèrent leur patient avec une émotion difficile à dissimuler. Il était méconnaissable, point toujours mince, certes, mais debout, vivant, réactif. Il les reconnut peut-être point ou peut-être pas, mais il les fixa longuement. Ils le placèrent dans une grande cage de transport, ouverte à l'arrière, et l'installèrent dans leur camion. Le trajet fut silencieux, point à travers les barreaux. Il observait le paysage défiler, les arbres familiers, les plaines, les collines. Il semblait calme, point comme s'il comprenait. La voiture s'arrêta dans la zone nord de la réserve, là où les lions sauvages vivaient encore. C'était là qu'il avait grandi. Et c'était là qu'il reviendrait. Reban ouvrit la cage, point aucun mot ne fut dit. Le lion resta immobile quelques secondes. Puis il descendit, point ses pattes touchèrent le sol meuble. Il resta là, à respirer, à sentir la terre. Et au loin, d'autres lions levèrent la tête. Le vent s'était levé au petit matin, soulevant des nappes de poussière dorées sur les chemins de la savane. Le camion ralentit en approche de la zone nord, là où les lions vivaient encore à l'état sauvage. Reban coupa le moteur, et un silence presque sacré s'installa. Dans la cage, le lion était debout. Il ne grognait pas, ne montrait aucun signe d'agitation. Il regardait devant lui, comme s'il avait reconnu quelque chose dans l'air, un parfum, une vibration, une mémoire. Tabot descendit le premier, contourna lentement le véhicule, et s'approcha de la cage de transport. Ses mains tremblaient légèrement au moment de déverrouiller la porte. Reban l'observait en silence. Le loquet grinça dans un bruit métallique qui sembla déchirer l'immobilité. La porte s'ouvrit, point le lion resta un moment immobile, l'air suspendu. Puis, d'un geste calme et mesuré, il descendit de la cage et posa les pattes sur la terre. Sa démarche était lente, mais assurée. Il ne regarda ni à gauche ni à droite, seulement devant lui. Le paysage s'étendait à perte de vue. Les herbes hautes dansaient sous les souffles chauds du vent. Des acacias solitaires projetaient leur ombre sur le sol poussiéreux. Il s'arrêta, huma l'air, et ferma les yeux. Ce n'était pas un simple territoire. C'était le lieu de sa naissance, le souvenir de son ancienne vie. Une trace inscrite dans chaque roche, chaque odeur. Au loin, des lions apparurent. Deux mâles adultes, massifs, dressés sur un rocher, le regard fixé vers l'intrus. Ils ne bougeaient pas, mais leur queue fouettait l'air avec lenteur. Le lion nouveau venu les vit, mais ne changea pas de direction. Il avança, sans hostilité, sans crainte, comme s'il connaissait sa place. À mi-chemin, il s'arrêta de nouveau et, dans un mouvement inattendu, tourna la tête vers Reban et Tabot. Ses yeux croisèrent les leurs. Pas un rugissement, point pas un geste. Juste un regard long, profond, vibrant d'une reconnaissance muette. Ce regard n'était pas celui d'un animal ordinaire. C'était celui d'un être vivant conscient d'avoir été sauvé. Puis il se détourna et disparut dans la végétation, avalé par la lumière et le vent. Reban resta figé, point et elle sentit sa gorge se nouer. Il avait vu ce lion au seuil de la mort, et maintenant il le voyait renaître. Tabot posa une main sur son épaule, et pendant un long moment, ils restèrent là, silencieux, devant l'espace vide. Ils savaient que quelque chose d'irréversible venait de s'achever. Des semaines plus tard, la ville de Durban accueillit un festival dédié à la conservation de la faune. Dans une salle comble, décorée de banderoles colorées et de photographies animalières, Jason et Amara montèrent sur scène. On les avait invités en tant qu'invités d'honneur. Ils n'étaient ni scientifiques ni militants. Juste deux touristes qui avaient eu le courage d'agir. Jason prit la parole le premier. Sa voix était calme mais chargée d'émotion. Il raconta la scène, la route, la silhouette chancelante, le lion qui n'attaquait pas mais implorait. Amara compléta avec des mots simples, mais vibrants, l'odeur, le silence, la peur, puis l'élan du cœur. La salle écoutait, suspendue à leurs mots. Certains pleuraient, point d'autres filmaient, point lorsqu'ils conclurent. Un tonnerre d'applaudissements résonna dans toute la salle. Le directeur du sanctuaire monta sur scène pour leur remettre une plaque d'honneur. Mais plus marquant encore fut le geste suivant. On dévoila, sur un piédestal de verre, la boîte en plastique qui avait failli tuer. Elle était cabossée, déformée, couverte de boue séchée. Autour d'elle, une inscription. Ne laissez jamais l'indifférence devenir mortelle. Dans la réserve, Reban et Tabot reprenaient leur ronde. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent.
Il surveillait les clôtures, comptait les animaux, notait les traces. Mais certains jours, il s'arrêtait plus longtemps dans la zone nord. Un matin, alors que la lumière traversait les buissons avec douceur, Tabo leva les jumelles. Là, sur une crête, un lion était assis. Seul, majestueux il ne chassait pas. Il regardait immobile et sa crinière, plus fournie, flottait légèrement dans la brise. Reban le regarda elle n'avait aucun doute. C'était lui elle était vivant libre ils n'approchèrent pas. Ils observèrent en silence, respectant la distance que le lion avait choisie. Les mois passèrent. Le lion rejoignit un petit groupe, sans jamais chercher la domination. Il se nourrissait bien, se reposait souvent, jouait parfois. Les plus jeunes le suivaient à distance. Il avait quelque chose d'étrange, une énergie calme. Une force tranquille née de l'épreuve. Il n'oublia jamais les hommes. Mais il n'en avait plus besoin. Il appartenait désormais à la terre. À la liberté à sa propre histoire. Et lorsqu'on demandait à Reban ou Tabo de raconter la vérité, il disait simplement, il est vivant. C'est tout ce qui compte. Et quelque part, dans le cœur de ceux qui l'avaient vu tomber, puis se relever, vivait à jamais l'image d'un lion, revenu d'entre les morts.